plaisir, messieurs et dames, de vous retrouver dans ces formats Tribune du Savoir, votre émission, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission que beaucoup, n'est-ce pas, des téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent. Vous nous suivez partout, vous êtes à travers le monde. En ce moment, vous êtes en train de nous suivre. Je vous informe, messieurs et dames, que vous êtes en direct de la Tribune du Savoir. Où exactement aujourd'hui, c'est le samedi 9 septembre 2023. Très exactement, c'est le week-end. Alors, je souhaite un très bon week-end à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Je souhaite aussi un excellent week-end, je voulais dire, et puis une très belle journée, une très bonne journée. Comme je l'ai toujours dit, alors soyez heureux, soyez de bonne humeur, que la joie soit autour de vous, que le sourire ne vous quitte pas ce jour, parce que ce jour a plein d'opportunités. Vous allez sûrement rencontrer des personnes providence, des gens qui vont vous aider à entrer dans votre destinée. Vous allez sûrement récolter ou vous attendre à ce que vous croyez. Mais attention, n'oubliez pas la loi de karma. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Alors, bienvenue, je vous salue. Merci beaucoup de nous suivre et de nous faire confiance partout là où vous êtes. Alors, il y a plusieurs personnes qui, en ce moment, nous suivent. Que j'ai dit vraiment bonjour. La grande équipe de la Tribune du Savoir qui est déjà sur place. Et aussi ceux qui travaillent dans l'ombre, les héros dans l'ombre, bien évidemment. Et tous ceux-là qui sont là, qui veulent bien participer, prendre part à cette émission, nous vous disons bonjour. Alors, c'est un programme que vous connaissez qui commence à 9h. Contrairement aujourd'hui, un peu de soucis liés à la technique, prière de nous en excuser, mais nous sommes déjà là. Alors, demain, nous serons là encore à 17h et puis le lundi, nous serons aussi là à 9h. Alors, messieurs et dames, aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets très importants, des sujets qui ne cessent de faire couler d'encre et de salive, bien évidemment, mais des sujets que des Congolais, que les Congolais, j'y arrive, devraient aussi avoir des informations pour que nous puissions savoir comment la res publica, la res sacra pour les juristes est gérée. Alors, très important, nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet, nous allons aborder la question de l'affaire de Matata Mponyo. Quelle juridiction est compétente pour juger un ancien Premier ministre ou un Premier ministre en fonction? Deuxièmement, qui dit vrai dans ces formats ou qui dit vrai dans ce procès? Est-ce qu'il y a de coups bas? Est-ce qu'il y a des pesanteurs qui se tirent à gauche ou à droite? Est-ce que finalement les choses devraient se passer comme elles se passent, ou après tout, un Premier ministre en fonction ou un ancien Premier ministre ne peut pas être jugé? La deuxième thématique que nous allons aborder, ça sera consacré exclusivement à la répression de la manifestation qui a eu lieu le 30 août dernier, c'est-à-dire le 30 août de l'année en cours, où vous avez vu, on a tué à bout portant sur des manifestants et l'armée de l'autre côté a dit que c'était, je dirais entre parenthèses, les gens qui ont porté le nom de Wazalendo. Apparemment ce ne sont pas eux, mais une milice qui s'est transformée en Wazalendo. Et de l'autre côté, la population, les civils ont exactement dit qu'on a tiré à bout portant. À un moment, c'était 50 morts, mais on arrive près des 100, une centaine de morts. Alors, tout ça est appelé carnage. Est-ce que le gouvernement est pour quelque chose? Est-ce que les ordres ont été mal donnés? Est-ce que la procédure est bien suivie? Est-ce que les sanctions seront à la hauteur? Donc voilà, ce sont dans les deux sujets que nous allons aborder. Alors, je veux pour donc parler de tout ça, pour donc parler de ces points que je viens déjà d'aborder, j'ai l'honneur pour vous de recevoir, pour vous, messieurs Alain Lesjustes, habitué déjà de cette chaîne, mais je pense que ça doit être pour la première fois à la Tribune du Savoir, si pas, peut-être la deuxième fois. Il est donc cadre de l'FCC, FCC donc pour le Congo. Et c'est un analyste politique. Il est aussi en train d'évoluer dans le domaine scientifique. C'est un chercheur en droit constitutionnel, si je ne m'erre. Bonjour, messieurs Alain Lesjustes et bienvenue. Bonjour, cher Don, et je suis très content d'être honoré. Surtout, c'est la première fois d'être dans une émission appelée Tribune du Savoir. C'est honneur, en tout cas, je vous le réciproque aussi. Alors, votre impression pour la première fois, la Tribune du Savoir? Donc, j'ai suffisamment aimé et surtout la marque de la présentation, c'est tout à fait normal.
Et j'ose croire que tout se passe ici bien, et surtout que la RTVA, c'est parmi les meilleures chaînes qu'on compte sur le plan des bonnes informations, et surtout dans le cadre d'aider la jeunesse et pourquoi pas la République démocratique du Congo à évoluer. Et j'ai aimé, je suis très content d'être l'habitué, et je vous promets que je le serai toujours. Merci beaucoup. Alors c'est une promesse que nous captons cela, et nous voulons que monsieur Alain le Juste soit l'habitué de la tribune du savoir. Alors c'est avec lui que nous allons échanger les questions précises. Ici c'est un juriste de formation, et nous allons parler vraiment de ces questions droit et autour de makambo nyonso. Mais avant d'y arriver, je voulais juste faire une transition avec une page rose pour exactement souhaiter un joyeux anniversaire à une personne très très spéciale. Pour aujourd'hui, c'est parmi les piliers, c'est parmi les zéros dans l'ombre de la tribune du savoir. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Priska Bana Nyengele. Aujourd'hui, en fait, c'est son jour. Il est né. Alors, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Priska, happy birthday to you. Voilà, neurochirurgienne en devenir. Nathalie Komwana Mabé Melimbi Sanga Soki na massacré yango. Voilà, elle est donc étudiante à l'université de Kinshasa où elle poursuit son cursus. Et joyeux anniversaire en ce jour du 9 septembre où tu as totalisé une année de plus. Nous, la tribune du savoir, nous t'aimons beaucoup et nous savons que tu es une grande bénédiction pour la société. Alors va de l'avant, surtout que ce grand sourire que tu as aux lèvres ne te quitte jamais. Et nous t'aimons beaucoup. Alors merci beaucoup à Murphy qui donc nous a donc proposé cet élément magnifique. Alors nous allons revenir maintenant dans Magamoto Zali Golobela Awa. Nous abordons le tout premier sujet qui sera déjà affiché, l'affaire Matata Mponyo. Alors, messieurs Alain le Juste, je vais aller avec vous tout droit parce qu'on va gagner le temps. Les téléspectateurs, je vous informe déjà qu'aujourd'hui, ça sera difficile de prendre les appels parce que vous posez une question PBL, j'ai eu aujourd'hui pour vous un juriste. Il va se débrouiller, il va parler français lingala pour faire expliciter en nous. Matata Mponyo, balobi que juridiction au Sambisa ezate. Premier ministre Nyonso, oaza en fonction. Ata sama lukonde kenge oaza lelo Jean-Michel, oaza lelo premier ministre aro Sambisa mate. Ainsi de suite, tout ça va pas. Alors, nous allons voir un peu autour de toutes ces contours de la loi, au contour du droit. Qu'est-ce qui peut être dégagé? Parce que nous savons que Batouane, c'est une base à un principe, il y a redevabilité. Alors, nous allons parler de cette question. Est-ce que les procédures ont été violées? Est-ce que si vous avez des questions, vous allez les envoyer au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Le juriste qui est sur plateau, chercheur en droit constitutionnel, il va donc répondre par rapport à ça avant que tout le monde ait la deuxième partie. Donc, on va faire 15 minutes pour que ça soit juste. Alors, monsieur Alain le Juste, directement, est-ce qu'un ancien premier ministre peut être jugé en RDC? Ou un premier ministre en fonction? Merci beaucoup, monsieur John. Je pense que c'est une question très cruciale. Il faudrait l'aborder avec beaucoup plus de perspicacité. C'est parce qu'un scientifique doit être du côté de la science. Ici, surtout, je rappelle, j'ai besoin plus de votre touche scientifique et non d'une coloration politique pour aider les lanternes des uns et des autres. Sûrement. Votre question, elle est pertinente. Vous dites, est-ce qu'un ancien Premier ministre ou soit un Premier ministre en fonction peut être justiciable? La réponse... Je commence par la première supposition que vous avez donnée. Un Premier ministre en fonction a son juge naturel. C'est la Cour constitutionnelle. La réponse, vous la retrouverez à l'article 163 de la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est révisée, qui dispose que la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre est la Cour constitutionnelle. Et lorsque vous partez même plus loin à l'article 164, et dont cet article définit les différentes infractions qui peuvent être commises par les premiers ministres en fonction et les présidents de la République en fonction. Mais ici, je serai beaucoup plus clair parce qu'on parle de la question relative au Premier ministre, un ancien Premier ministre. Oui. Alors, il faut d'abord qu'on décortique la loi comme elle est avant qu'on puisse donner... Comme la loi prévoit des dispositions, voilà. Effectivement. L'article 164, il vous dit quoi? Il vous dit les présidents de la République ou les premiers ministres
sont justiciables devant la Cour constitutionnelle pour des infractions telles que on cite la haute trahison, on cite les délits d'initié. Quand vous partez plus loin, il y a aussi certaines infractions que le Premier ministre ou les présidents en fonction peuvent commettre à l'exercice ou à l'occasion de ces fonctions. Mais ce qui pose aujourd'hui problème dans le domaine du savoir des droits, ce sont les deux expressions-là, à l'exercice ou soit à l'occasion de ces fonctions. Très bien. Alors, élucidez maintenant. Voilà. Éclairez. Quand on dit à l'exercice de ces fonctions, ce qui veut dire, pendant que je peux être un premier ministre, je peux voler, je peux violer. C'est une infraction commise dans l'exercice de mes fonctions. Admettons qu'aujourd'hui, John Kanono, je ne dis pas que c'est vrai, vous commettez l'infraction de viol. Et demain, vous êtes nommé comme un premier ministre. Ce qui veut dire, comme vous êtes premier ministre, l'infraction de viol que tu aurais commise, ce n'est pas une infraction que tu as commise dans l'exercice de tes fonctions. Mais c'est une infraction que tu as commise avant que tu puisses entrer en fonction. Et la loi dit, au moment où vous êtes premier ministre et vous aurez commis une infraction, avant que vous le soyez, cette infraction-là reste suspendue, c'est-à-dire les poursuites restent suspendues jusqu'à ce que M. John Kanono ne sera pas encore un premier ministre. À ce moment-là, on pourra y revenir. Mais la question aujourd'hui qui alimente la toile, c'est quoi? On vous dit que non, le droit pénal ne juge pas la qualité, mais le droit pénal juge les faits. On nous renvoie même au principe de la cristallisation des infractions. J'ai entendu le professeur, donc je ne vais pas citer d'ailleurs, il faut que je cite son nom, le professeur Louzo Lobambi, qui, selon lui, il dit, en vertu du principe de la cristallisation des infractions, le juge compétent, c'est celui du moment de la commission des faits. Pourquoi? Parce qu'il fait une analyse sur le plan du droit pénal général. C'est un principe sacro-saint qui est maintenu en droit pénal général. On vous dit que non, même si je commets aujourd'hui l'infraction, c'est le juge du moment de la commission des faits. Par exemple, si j'avais la qualité d'un sénateur et je commets une infraction aujourd'hui, je ne suis pas poursuivi pendant que j'étais un sénateur, même si je deviens quelqu'un d'autre. Les juges compétents, c'est celui du moment où j'avais la qualité du sénateur qui peut me poursuivre. Alors, attendez un peu, s'il vous plaît. Nalingina éclaircir bandeko bazona nabiso ebi kezana bandeko musu bazona nabiso na sima campus na Manzalemba, peut-être bako comprendre te ba juge naturel, ba commission, ba infraction. Nalinto kelena no malembe. Est-ce que Nadingala Togo Limbola bien? Il faudrait d'abord que je puisse expliquer les concepts. Je dépose les bases. Que vous posez les bases. Si je ne dépose pas les bases, il y aura une confusion. Posez les bases. Alors. Voilà. Finissez avec les bases et puis je vais prendre des questions spécifiques. Merci beaucoup. Alors, au moment où M. John Kanono cesse d'être un sénateur, à ce moment-là, il sera même position pour l'infraction qu'il aurait commise avant qu'il était sénateur, parce que c'est le juge de la commission des faits qui sera le juge compétent. Mais le cas de Matata, c'est un cas assez particulier, parce qu'ici, on se retrouve dans le cadre du droit pénal constitutionnel. Le droit pénal constitutionnel n'obéit pas au même prescrit du droit pénal général. Pourquoi ça? Je suis en train de vous donner l'affaire. Et il dit, l'article 164 là, est clair. Il vous dit qu'il n'y a que lorsqu'il est en fonction qu'on peut le poursuivre. C'est-à-dire, dès que le Premier ministre quitte sa fonction d'être un Premier ministre, ce qui veut dire que le Premier ministre ne sera pas encore poursuivable. Je vous donne un cas. En droit, par exemple, on vous dit, pour interjeter l'appel, il faut 15 jours. Si dans les 15 jours, vous ne l'avez pas fait, la loi vous dit, vous tombez dans la forclusion. La forclusion veut dire tout simplement, dans votre droit que vous aviez a prescrit et pour le moment, vous n'avez pas encore l'autorisation de le faire. C'est ce qu'a voulu le constituant de 2006 qui a fait à ce qu'un premier ministre doit être poursuivi pendant qu'il est en fonction. Dès qu'il quitte les fonctions,
on ne peut pas les poursuivre. C'est ça même la notion de la clameur publique. C'est-à-dire, pendant que Matata Ponyo, je suppose, comme on l'a dit, qu'il avait détourné l'argent, c'est à ce moment-là qu'il devait être poursuivi. Parce que, je vous ai dit, lorsque vous lisez l'article 1er de la Constitution, il vous dit la République démocratique du Congo est un État de droit. Et qui dit État de droit veut tout simplement dire aussi le respect des textes. L'État de droit ne veut pas seulement dire réprimer. L'État de droit veut aussi dire respecter ce qui est dit. Donc si vous prenez la peine de lire les articles 163 en 168 de la Constitution, nulle part ces articles consacrent ce qu'on appelle aujourd'hui les permis d'impunité. C'est-à-dire c'est quoi? Pendant qu'il était en fonction, ce moment où il devait être poursuivi. Et d'ailleurs même, l'article 168 de cette Constitution, il vous dit les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Nous avons vu que la Cour constitutionnelle avait rendu son premier arrêt. Cet arrêt-là, dans lequel la Cour s'est déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Très bien. C'était l'arrêt RP 001 du 15 novembre 2021. Mais avec l'avènement de notre président à la Cour constitutionnelle, il y aura un autre arrêt pour dire que non, la Cour constitutionnelle, elle est compétente de juger un ancien Premier ministre. Et aujourd'hui, on parle d'un revirement jurisprudentiel. Parce que le revirement jurisprudentiel, on l'applique lorsque le premier juge avait mal dit les droits. Est-ce que dans les cas sous examen, le premier juge avait dit mal les droits? Nous disons non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris un professeur qui disait que non, le premier juge n'a pas tenu compte de la question de l'occasion. Or, à l'occasion, ça veut dire quoi? Il y a des infractions que tu peux commettre au travers tes fonctions. Par exemple, le président de la République cède une partie du territoire national sans probablement consulter les peuples congolais par référendum. C'est une infraction qu'il a commise au travers ses fonctions. Moi, je ne vois pas en rien, même si on donnait à un petit enfant d'expliciter cette affaire, je pense que ça ira mieux. Aujourd'hui, au regard du droit constitutionnel congolais en vigueur, d'ailleurs le droit pénal constitutionnel congolais en vigueur, un ancien Premier ministre n'a pas un juge naturel. Et c'est le constituant qui l'a voulu que cela soit ainsi. Un Premier ministre actuel n'a pas un juge. Un ancien Premier ministre voilà, n'a pas un juge naturel. Seulement celui qui est en fonction. C'est lui qui est en fonction qui doit être justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, si vous prenez la peine tout simplement de lire utilement les articles 163 à 162 de la Constitution, vous allez comprendre que non, rien du tout. Merci beaucoup, monsieur Alain Le Juste. Alors, pour que je revienne vers vous, maintenant pour vous poser des questions par rapport à Yamakambu ou Tikuluba, il y a quand même quelques éléments qui sont restés en suspense. J'aimerais d'abord vous proposer, fidèles téléspectateurs, cet élément. Vous allez suivre le reportage de nos confrères d'une chaîne étrangère. Et après cet élément, on va se retrouver pour poursuivre nos analyses, éclairer les lanternes des uns et des autres. Le procès d'Augustin Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, s'est ouvert ce lundi devant la Cour constitutionnelle du pays. L'ancien Premier ministre et opposant est accusé de détournement de fonds sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor public dans le cadre d'un projet pilote. L'homme politique est soupçonné d'avoir détourné 205 millions de dollars. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Grobler Christo, gérant de la société en charge du projet, font également l'objet de poursuites dans cette affaire. À 4 mois de la présidentielle à laquelle il est candidat, Matata Ponyo conteste cette procédure judiciaire qu'il qualifie de complot. 285 millions de dollars détournés à l'occasion ou alloués pour la Bokangolonzo. Monsieur Alain Le Juste, vous avez posé des bases, nous n'en refusons pas. C'est-à-dire que Matata Ponyo Ningazawana, ils ont une juridiction mon côté na mboka o sambisaï malgré nyonso batu bazoba malgré ba reportage nyonso ezo sali. Donc je ne soutiens pas cette analyse. Non, restez d'abord dans les dispositions. C'est ce que j'ai dit. Dans l'analyse, oui. Je ne soutiens pas ce qui est dit.
mais moi je soutiens les textes. S'il faudrait qu'il y ait des réformes, c'est au moment maintenant d'entamer les réformes. Mais le droit constitutionnel congolais en vigueur ne donne pas la possibilité de poursuivre un ancien Premier ministre. C'est parce que la loi a voulu, le Constitution a voulu qu'un Premier ministre en fonction, dès qu'il commet une infraction, qu'il soit directement entendu et jugé. Par son juge naturel. Par son juge naturel qui est la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de la clameur publique. Il dit non, John a eu, des choses comme ça. Donc quand il le fait directement, on sous-entend que non, la caisse de l'État saigne à l'intérêt d'un individu, à ce moment-là, il doit être besoin. Mais dès que le monsieur quitte ses fonctions, moi je ne vois rien où on peut le poursuivre. Donc, n'est cour constitutionnel le bail qui a sa compétente, bâti n'est pas cour de cassation par le biais de sa compétente, au regard des textes, c'est normal. C'est normal au regard des textes. D'ailleurs, même la procédure par laquelle la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle était une procédure irrégulière. C'est parce que il ne revient pas à la Cour de cassation de saisir la Cour constitutionnelle sur une question d'interprétation de la Constitution. Nulle part, dès que vous lisez dans l'article 162 de la Constitution, parmi les gens qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation, nulle part ne figure la Cour de cassation. Mais c'est la Cour de cassation qui a saisi pour qu'on puisse interpréter. Donc la procédure, elle est d'abord biaisée, irrégulière. Alors qui instigue cette procédure? Donc je ne sais pas qui instigue la procédure, mais à ce que je sache, lorsque vous lisez l'article 164 de la Constitution, il vous dit les infractions commises par le Premier ministre et le Président de la République sont des infractions politiques. Et donc, maintenant, on dira que, on appelle comment le premier président de la Cour de cassation, le procureur? Oui, il y a le procureur général. Devant chaque cour, il y a un procureur près la cour. Comme un procureur près la Cour de cassation, un procureur près la Cour constitutionnelle. Parlons maintenant du procureur près la Cour de cassation. Donc, il a biaisé la procédure. Il n'avait pas qualité, il n'avait pas compétence. Il n'avait pas la qualité. Parce qu'en droit, lorsque vous n'avez pas la qualité, vous ne pouvez pas agir. Mais pourquoi alors il a agi? C'est ce qu'on se demande. C'est ce qu'on se demande. Abus de pouvoir? Oui, mais effectivement. Voilà que vous comprenez mieux ces choses que lui. Non, moi je pose juste des questions. Il a abusé du pouvoir parce qu'il ne lui revient pas. Et surtout que lorsque nous sommes dans le domaine du droit constitutionnel détaillé, on vous dit la compétence, elle est d'attribution. Mais quand le procureur près la Cour de cassation abuse ou fait un excès de pouvoir, il agit outre ses prérogatives, comment la loi, on lui inflige quel... Donc, vous avez même remarqué que lors de la sortie médiatique du chef de l'État, il vous a même dit s'il y a un domaine dans lequel lui-même a échoué, c'est le domaine de la justice. Il vous a même dit qu'il a lu dans la Bible que la justice élève une nation, mais ce n'est pas le cas de chez nous. Donc on peut dire qu'il y a un peu du mélo. Donc jusqu'à présent, rien. Je ne peux pas parler du mélo en politique, mais moi je reste du côté du savoir, ce que veut dire les droits a été massacrés, tripatouillés. D'accord, ça ce sont vos mots. Le droit a été massacré et tripatouillé. Donc là, ce sont les expressions de monsieur Alain Léjuste avec qui nous sommes sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je vous rappelle donc nous sommes en train de parler d'abord de cette affaire de Matata Mponyo que nous allons clore très bientôt pour prendre le deuxième sujet. Mais avant que nous puissions finir, qu'entendons-nous par juge naturel? Quand vous dites juge naturel, c'est quoi? Voilà. Lorsqu'on dit qu'un juge naturel, c'est un juge que la loi a assigné à quelqu'un, a donné à quelqu'un. C'est-à-dire chaque personne, comme vous êtes là, monsieur John Kanono, vous avez votre juge naturel. Donc, ce sont les juridictions des droits communs. La loi vous dit, pour telle catégorie de personnes, leur juge naturel, c'est la Cour de cassation. Pour telle catégorie de personnes, leur juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. C'est le cas, par exemple, des membres du gouvernement. Il est justiciable devant la Cour de cassation. Mais un individu comme toi et moi, nous sommes justiciables devant les juridictions des droits communs. Si nous commettons les infractions aujourd'hui, nous serons jugés devant
une juridiction qui peut juger tout le monde. Par exemple, le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, la cour d'appel, ça dépendra du taux de l'infraction que vous avez commise. Parce qu'en droit, on parle souvent du principe du taux de la peine. Si par exemple tu as commis une infraction de 0 jusqu'à 5 ans, vous êtes justiciable devant le tribunal de paix. Et si vous êtes de 5 ans jusqu'à là-bas, ça c'est devant le tribunal de grande instance. Parce qu'en droit pénal, en droit de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas de taux matériel de l'infraction. C'est de là dont il n'a que la compétence personnelle. C'est-à-dire que non, par exemple, on dit un député, il est justiciable devant la cour d'appel. Un député pour voilà. Il est justiciable devant la cour d'appel. Un membre du gouvernement, même s'il commet une infraction de 3 ans, ne sera pas justiciable devant le tribunal de DP, mais lui sera justiciable que devant la cour de cassation. Alors, le président latéral, c'est un juge que la loi vous donne. Alors, le président de la République est justiciable devant quelle cour? Pour le président de la République, lui est justiciable devant la cour de cassation et de la cour constitutionnelle. Voilà. Conformément à l'article 163 et 164 de la Constitution qui vous dit la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Et dès que ces gens cessent d'être les premiers ministres, c'est-à-dire dès que la qualité tombe, ils ne seront plus encore ici devant la Cour constitutionnelle. Alors, et si par exemple le président Tshisekedi quitte le pouvoir, il devient toute personne. Citoyen normal, comme tous les autres. Voilà. Alors, au moins s'il a gardé dans la qualité du sénateur à vie, là il sera justiciable devant la cour de cassation. Mais s'il n'a pas cette qualité-là, automatiquement il devient comme un individu. C'est comme aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de monsieur qui était le Premier ministre, monsieur Bruno Tchibala, un ancien Premier ministre. Mais aujourd'hui, il est justiciable devant les juridictions d'être commun. Il est devenu un simple citoyen comme monsieur John et moi. Donc s'il commet une infraction d'un punissable de 3 ans, il ira au niveau du tribunal de paix. Mais au moment où il était Premier ministre, même s'il commettait une infraction d'une année seulement, punissable d'une année, il devait être justiciable devant la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence matérielle, elle n'a la compétence personnelle. Très bien. Alors, on va évoluer parce qu'on est en train de gérer le temps. Si je dois, excusez-moi, si je dois vous paraphraser, monsieur Alain le Juste, vous nous dites, selon les textes de la RDC de notre pays, un président de la République ou un premier ministre ne peuvent être jugés que lorsqu'ils sont en fonction. Lorsqu'ils sont en fonction, mais ce n'est pas d'ailleurs moi qui l'ai dit, mais j'ai dit au regard des textes que vous avez 163, 164 de la Constitution. Voilà, de la Constitution. Voilà. Donc, président de la République est en fonction, notre premier ministre est en fonction, kaka bakoza a jugé kaka soki va commettre un acte en plein fonction. Voilà. Soki baza sous en fonction té et ça la juridiction moko et ko poursuivre bango té. C'est ce que le texte de notre pays dit. Il faudrait maintenant que je puisse clarifier quelque chose. Admettons que M. Bruno Tchibala aujourd'hui commet une infraction, sera-t-il justiciable? Il dit oui, même pour des infractions qu'il aurait commises pendant qu'il était Premier ministre, parce qu'il faut clarifier les choses. On n'est pas dans une république sera justiciable, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui je suis Premier ministre, pour des infractions que je commets pendant que je suis Premier ministre, on doit me poursuivre tant que je suis en fonction. Mais dès que je quitte les fonctions, on ne peut pas me poursuivre pour ces infractions-là que j'aurais commis pendant que j'étais un Premier ministre. Mais si je quitte la fonction de la primature et je commets l'infraction des viols, je serai justiciable devant le tribunal de grande instance. Très bien. Voilà. Donc, monsieur Matata Mpogno, si par exemple aujourd'hui on lui reproche qu'il aurait détourné 280 millions de dollars alloués au programme du parc agro-industriel de Bukangalozo, messieurs et dames, retenez ici que la constitution de notre pays, au regard des articles 163 et 164, qu'il ne peut pas être poursuivi. Ata yibi ba malambongo, ata asalinini, même si Ata a violé pendant qu'il est Premier ministre. Oui, s'il n'est pas poursuivi. S'il n'est pas poursuivi, c'est moment là. Parce que l'accusation poursuivie. Voilà. Donc il faut qu'avoir poursuivi à un moment là. Et le déchoir même de ces fonctions, c'est parce que quand on est un premier ministre, ce sont des fonctions sacrales qu'il faudrait tout simplement sécuriser.
Et quand vous vous comportez mal, vous passez par la fonction de la déchéance. La déchéance. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions qu'on nous envoie ici par les téléspectateurs. Parce qu'on a besoin quand même de comprendre mais je suis en train de gérer aussi le temps parce qu'on doit prendre un deuxième sujet qui est lié à l'affaire Yamagamo, le Ghana qui n'a Goma. On ne peut pas passer sans pour autant parler de ça. Mais la ligne est aussi de ça. J'aimerais que maintenant vous puissiez donner votre point de vue étant chercheur en droit constitutionnel. Est-ce que la disposition est bénéfique et profitable pour le peuple congolais? Quel est votre avis ou qu'est-ce que vous proposerez à la place? Merci beaucoup. C'est une question d'ailleurs que j'attendais beaucoup. Dans le cadre de l'évolution du droit, il faudrait qu'on puisse modifier notre constitution. Parce que nous avons compris que, je pense, 17 ans après, ou 18 ans, je pense, la constitution a présenté ses failles. Il faudrait les combler avec une évolution. Voire dire des choses expressément. Que ici, voilà ce qu'il faut dire. Pourquoi? Parce qu'on dit que le droit pénal est de stricte interprétation. Moi, je suggérais que de l'ingéférence, c'est-à-dire dans la perspective d'une nouvelle constitution, donc de la modification d'une constitution, qu'on puisse émettre changement ou modification? Non, qu'on puisse modifier, pas changer, parce que changer c'est autre chose. La même constitution que nous avons aujourd'hui, on peut l'adapter aux réalités présentes pour dire expressément qu'un ancien Premier ministre, un ancien président de la République, pour des faits qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient en fonction, ils doivent être poursuivables devant la Cour constitutionnelle. Et si on le dit comme ça expressement, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs même, j'avais tenu une conférence sur ça. J'ai démontré que la Constitution, non seulement qu'elle nous a mené l'alternance, mais cette Constitution a présenté réellement ses limites. D'où aujourd'hui, il faut passer par sa modification. Très bien. Alors, je vais vous poser une question. Parmi les questions qui ont été posées ici, je ne sais pas la régie là-bas, si on est dans le temps, c'est vrai, parce que j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, qu'on reste dans le temps. Il y a plusieurs questions, mais je vais prendre une question d'un professeur qui nous écrit de la faculté des lettres à l'université de Kinshasa, qui demande donc garder l'anonymat. Alors, il nous pose la question pour dire que je puisse vous poser la question. Je vais paraphraser. Hein. Il a demandé vraiment qu'on ne cite pas son nom. Merci beaucoup, cher professeur, de nous suivre. Il dit ceci. Est-ce que ceux qui bakogi kosambisa président de la République T, baro kosambisa premier ministre T, ceux qui commettre ba acte pendant fonction, ceux qui sambisi était na erona et que asilisi mandat na ye, asilisi fonction na ye, libanda ce qui fonctionne bako kosambisa été, disposition na éthique à libongo, c'est de même pour les juridictions internationales. On ne peut même pas le poursuivre sur le plan international s'il commettait des crimes contre l'humanité ou des génocides ou quelque chose comme ça. C'est la même disposition. Ce n'est que pour les lois nationaux et non, pardon, les lois nationales et non pour les lois internationales. Une pertinente question. La question ici règle tout simplement ce qu'il y a à l'interne. Ah, ok. Mais si au niveau international, il y a une juridiction internationale qui estime qu'il peut poursuivre un ancien Premier ministre, un ancien président de la République, c'est possible. Et d'ailleurs, même au regard du droit international, il n'y a pas d'immunité dans ce genre-là. C'est que dit que si tu es un ancien président de la République et vous aurez commis des faits, et même si votre constitution l'interdit, et que sur le plan international, cela est faisable, vous devez répondre à votre forfait que vous aurez commis pendant que vous étiez Premier ministre ou soit pendant que vous étiez président de la République. Ah, ok, merci beaucoup. Alors là, puisque vous dites ça, donc vous avez dit que les lois internationales ne tiennent pas compte de lois Donc, il faut que je puisse bien dire. Vous savez que le droit international, pour qu'il s'applique dans un État, il faudrait passer par un contrat. Les contrats, là, c'est ce qu'on appelle les traités ou soit un accord international. Voilà. Dans ce sens-là, on doit se dire, dans les cas sous examen, voilà ce qui doit être faisable. Je vous donne un petit exemple. D'ailleurs, je vais directement entrer dans certains sujets, mais c'est un exemple patent qui pourrait au moins aider. Justement. Par exemple, la République démocratique du Congo a ratifié au statut des Roms. Les statuts des Roms sur les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. J'ai dit, et puis, la RDC a ratifié à ces traités-là.
pour dire que si peut-être un individu congolais qui commettait cette infraction-là, la République démocratique du Congo peut le déférer devant la Cour pénale internationale et il sera justiciable conformément au statut de Rome que nous avons ratifié. Parce que quand on dit ratifier, c'est dire que ça m'appartient aussi. Très bien. Alors, maintenant, je comprends que là, c'est encore une autre branche, parce que ça, c'est encore une matière abondante. Si Dieu nous prête vie, on va y entrer, parce que kuna tokoti déjà na makamusus, mais na ligne to bima kuna place au tokei kuna. Donc, je vais peut-être prendre encore la question d'un monsieur qui nous a posé la question. Donc, les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Je ne partage pas cet avis. Parce que... Si je peux le compléter, les lois internationales sont au-dessus des lois nationales dès lors que vous les avez ratifiées. Dès lors que vous l'aurez ratifié, mais c'est aussi une question doctrinale. Mais j'aimerais être à côté de la science. Malgré la ratification, les droits internes priment toujours. Parce que quand vous lisez même la Constitution, je crois, les articles 216-217, on vous dit, lorsqu'un traité est ratifié, il est supérieur aux lois. L'autre, il est ratifié, oui. Par un État membre. Voilà, il est supérieur aux lois. Et on ne cite pas la Constitution. Parce que lorsque vous partez plus loin, on vous dit, lorsqu'un traité comporte une clause contraire à la Constitution, pour que ce traité soit d'application, il faut passer par la révision de la Constitution. Pourquoi réviser? Parce que nous tirons profit. Parce que dans une norme de portée inférieure ne peut pas contredire la norme de portée supérieure. Et la norme de portée supérieure, c'est la Constitution. C'est pourquoi lorsqu'un traité a une clause contraire, il faut passer par la révision constitutionnelle. Donc là, maintenant, afin que le traité puisse s'adapter à notre Constitution. Là, c'est selon vous. Là, c'est selon vous. Non, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Lorsque vous lisez la Constitution, les articles 216 et 200. Donc, les traités et accords internationaux doivent avoir l'esprit de la loi mère. Constitution, voilà, la loi mère qui est la Constitution. Parce que s'il y a une clause contraire, à ce moment-là, il faut passer par la révision constitutionnelle. C'est de là où certains juristes internationalistes sous-entendent pour dire que non, le droit international est supérieur au droit interne. Pourquoi? Pour que son application effective soit réellement immédiate, il faut passer par la révision constitutionnelle. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on voulait que cela soit dans l'esprit conforme de notre Constitution. Il existe un principe sacro-saint. Aucune norme de portée inférieure ne peut aller à la contradiction de la norme de portée supérieure. Sinon, ça sera tout simplement une rébellion. Nous avons ratifié à l'EAC, nous avons ratifié à l'ONU, nous avons ratifié à la haie, nous avons ratifié par-ci, par-là, parce que ces textes-là reflètent évidemment nos textes aussi. Alors, je pense qu'on peut prendre le deuxième sujet, le temps qu'il nous reste, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse être dans le temps. Je pense que cette question de l'affaire Matata Mponyo, si vous voulez conclure en un mot, avant qu'on puisse prendre la transition, justement pour entrer dans la question de Goma. Alors, selon vous, monsieur Alain Lejuste, vous êtes chercheur en droit constitutionnel. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais se posent des questions. On a Babimi Simbo, on a caissé à l'État 280 millions de dollars. Bapesi a exécuté projet exécuté. Alors, vous voyez aujourd'hui peut-être un premier président de la République qui fait ceci, qui a ceci, qui entre dans ça, ça. Après, les Congolais, on ne leur donne pas de redevabilité, que voilà, il fallait que ça soit comme ceci. Vous, étant aussi Congolais, quel est votre mot que vous placez étant que chercheur et scientifique? Tout en restant scientifique, j'aimerais d'abord vous dire qu'au regard de la combinaison des articles 163, 164, 165, 166, 167 et 168, un ancien Premier ministre, un ancien président de la République n'a pas de juge naturel, et je lance quiconque au défi dans un débat contradictoire. Mais dans le cadre de l'adaptation de nos lois, je suggérais qu'on puisse passer par la révision de cette constitution, qu'on puisse combler les vides, parce que la constitution n'a pas démontré seulement les avantages, mais je peux vous les rassurer que cette constitution a démontré aussi ses limites, d'où il faudrait passer par sa modification afin
de conquérir à ce qu'on appelle la loi d'adaptabilité. C'est ça ce que moi je peux donner comme conseil. Comment vous pouvez vous dire que les constitutions de 2006 laissent tout un vide comme celui-là? Parce que nous sommes les respectueux des textes. Il faudrait que ces vides-là soient comblés. Donc même selon vous, ce n'est pas normal. Afin qu'on puisse adapter la loi. Voilà. Mais dans les contours, dans le contexte actuel, un ancien Premier ministre, un ancien président de la République n'a pas de juge naturel. N'a pas de juge naturel, ne peut pas être jugé. Ça, vraiment, ça fait très mal aussi, parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne qui gère le mot et contribuable congolais, mais après le Bakarose à la juger. Et ça la peut moi, ça peut moi pas, c'est qui n'est pas normal. Il faut vraiment que notre État, que l'État voie ça. Alors merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Là c'était la première partie qui était justement consacrée à l'affaire Matata Ponyo. Alors je vais vous proposer cet élément. C'est avec donc cet élément que vous allez suivre, qui va nous introniser à la deuxième partie de notre émission, où nous allons justement aller à l'est de la République démocratique du Congo, où il est exactement 11h passé de 3 minutes. Alors, suivez cet élément et on se retrouve juste après. Le jeune homme de 32 ans a été tué alors qu'il participait à la manifestation de ce mercredi. Claude Amani était en train de préparer la rentrée scolaire de ses 3 enfants. Pour ses proches, la douleur est immense. Le corps de notre fils est écrit. Une mission express. Ce dimanche, les ministres de l'Intérieur et de la Défense de la République démocratique du Congo ont été dépêchés à Goma. Ils ont visité les lieux où se sont déroulées les violences militaires qui ont choqué la ville. 48 morts au moins, selon un bilan officieux cité par l'AFP. Dans la répression mercredi d'une manifestation anti-MONUSCO, les soldats ont tiré sur des civils. Finalement, au cœur de la nuit, Peter Kazadi a annoncé les sanctions. Nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. Quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention. Un procès en comparution immédiate devrait être organisé sous peu, mais l'armée a d'autres priorités. En public, au stade de l'Unité, elle a commencé dès vendredi le procès des personnes arrêtées pendant l'opération. Il y aurait au total 140 prévenus jugés pour association de malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. Une rapidité qui a provoqué la surprise. Dans la famille d'une victime, Claude Koubou-Tanwa, la douleur est vive et les mots sont durs. Sa famille affirme qu'il était au travail, ne manifestait pas et a été tué juste parce qu'il est sorti au mauvais moment. Ceux qui ont tué notre jeune, ce sont les soldats, nos militaires, les FARDC. Ce sont eux qui ont tiré. Et il est mort sur place. Que ces militaires qui ont tiré sur des civils soient arrêtés. Nous voulons qu'ils soient condamnés publiquement. Sinon, nous craindrons notre propre armée. Nous craindrons de vivre avec eux, car ce seront nos ennemis. Dans un communiqué, l'organisation citoyenne pro-démocratie La Lucha exige, selon ses termes, la libération de dizaines de survivants détenus ainsi que des activistes arrêtés pour avoir dénoncé cette tuerie. Ils ont réclamé le départ de la MONUSCO. Finalement, ils ne veulent plus la présence de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à travers sa sous-branche, organe MONUSCO, qui depuis près de 21 ans, ou je ne sais pas, aujourd'hui déjà près de 25 ans, qui sont ici, en République démocratique du Congo, à l'Est. C'est la population, les civils, Batomoki, ils disent que non, nous n'en voulons pas. Finalement, il y a plusieurs forces. Il y a d'un côté le East African Community, donc la force régionale, l'EAC. Il y a de l'autre côté plusieurs, n'est-ce pas, personnes qui viennent au secours de la RDC. Il y a aussi les FARDC. Il y a toutes, n'est-ce pas, ces dispositions militaires. Il y a l'état de siège. Malgré cela, la population en a ras-le-bol. Finalement, après leur manifestation, il y a eu des répressions. Des répressions où on a tué près de 50 personnes avant, mais aujourd'hui, on compte une centaine de morts.
Le gouvernement a communiqué, la société civile aussi, les médias étrangers, Bolandi, Boyoki. Cette situation n'a pas laissé plus d'un Congolais indifférent. Et cette situation, il n'y a pas si makasi. Comment? Alors, il y a d'autres personnes qui ont appelé cela un carnage. Carnage à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tué à bout portant sur des civils. Mais de l'autre côté aussi, l'armée dit qu'on a aussi, en ces temps pris, lapidé les policiers. On va aussi vouloir connaître un peu tous ces contours-là. Tous ces contours. C'était dû à quoi? À qui profite tout ça? De qui l'ordre venait? Est-ce que réellement c'était des Ouazalendo ou c'était une milice qui s'est transformée, ont porté le nom, il y a secte Ouazalendo qui finalement sont des bénévolats du genre, des gens qui veulent défendre la patrie et sont là toujours pour dénoncer des mauvais actes. Alors, ici sur ces plateaux, toujours avec l'analyste politique, chercheur en droit constitutionnel, Monsieur Alain Lejuste, la première question. Quand vous avez appris ce qui s'est passé le 30 août dernier, qu'est-ce que ça vous a fait? Donc, j'ai eu un sentiment d'amertume, voir que le peuple congolais est en train d'être massacré à tout moment et surtout les Congolais de l'espace Est. Partout où vous êtes, si vous nous suivez même en direct, je peux vous le rassurer que nous avons votre compassion. Ce qui a été fait, en tout cas, c'est déplorable. Et nous voudrons que les sanctions efficaces soient prises afin que tous les auteurs répondent à leur forfait. Imaginez-vous, quand on tue des gens en plein kit, il paraît qu'ils étaient dans une situation d'éveillé, ce que j'ai appris. Et la garde républicaine, donc on suppose, moi, je n'affirme pas les choses. Mais non, parce qu'il y a des unités de la garde républicaine, oui, qui d'ailleurs sont aujourd'hui devant les instances, devant les tribunaux. Bon, c'est ce que j'ai dit qu'ils sont juste. Donc c'est plus supposition. Donc ils sont jusqu'ici présumés, supposés. C'est lorsqu'il y aura la sentence qui doit être rendue par les juges qu'on va dire que ce sont les unités de la garde républicaine. Mais dans mes analyses, j'aime avoir des suppositions pour s'échapper à certains attendements. Alors, je me suis posé 1000 questions. La garde républicaine répond à qui? C'est parce qu'on vous dit que c'est une unité détachée de la défense nationale. C'est que sous-entend que la garde républicaine obéit au commandant suprême de la République, qui est le chef de l'État. C'est parce que la garde républicaine est là que pour sécuriser le président de la République et sa famille. Mais si on se retrouve dans des situations comme vous partez, les gens qui veulent manifester ou soit qui sont dans leur situation, vous leur incantez des situations telles que non, ils étaient en train de faire des invocations qui étaient contre les bonnes mœurs. Et je me demande, ce n'est pas de cette façon-là. Donc, selon vous, ce n'était pas de Ouazalendo? Donc, je n'ai pas dit que c'est moi. Donc, c'est ce que c'est dit. Ce que c'est dit que non, ce n'était pas des gens de Ouazalendo, tout ça. Donc, admettons même, s'ils ne sont pas de Ouazalendo, est-ce qu'il faudrait tuer? Alors, maintenant, on va entrer maintenant. Est-ce qu'il faudrait tuer? Selon vous, vous pensez que cette erreur de commandement ou de chaîne de commandement, je ne sais pas, la responsabilité peut remonter de qui? Donc, aujourd'hui, nous avons un principe sacro-saint en droit pénal qui est la responsabilité pénale et individuelle. C'est l'auteur qui a commis, bien que les droits pénals congolais font aussi les distinguo entre les cerveaux moteurs de l'infraction. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a donné le commandement d'aller faire ça. Mais s'il serait établi, en fait, tout comme en droit, que ces gens ont agi de leur gré, ils seront justiciables et ils vont répondre de leur peine. Et moi, je voudrais que les sanctions efficaces soient prises parce que nous sommes même retombés dans le cadre des infractions qui sont reconnues à l'article 7 du statut de Rome, les crimes contre l'humanité. Parce que les crimes contre l'humanité comprend à son sein 5 criminalités. La torture, le meurtre, l'esclavage, donc tout ce qui se passe là, dans les violations sexuelles, tout ça. Et dans les cas sous examen, nous avons vu qu'il y a eu des meurtres, les gens ont tué.
Et ce sont donc, les homicides volontaires. Mais il n'y avait pas tous les 5 éléments que vous venez de citer. Non, mais lorsque l'un des éléments apparaît directement qualifié d'un crime. Vous avez tué plus de 40 personnes. C'est au-delà, c'est plus de centaines. C'est ce que j'ai dit, c'est plus de 40, ça peut être 100, ça peut être 300. Est-ce qu'on peut nous proposer les images où on est en train de déballer donc les personnes tuées? Est-ce que Christian, ah non, je ne sais pas, il est en train de chercher ça sûrement, où la police, c'était les gardes, les unités de la police en train de faire descendre donc tout cela qui était tué. Je dois voir que Christian Kassadi doit voir cette image là justement, mais il va nous proposer ça après. Alors aujourd'hui, vous qualifiez cette infraction de crime contre l'humanité. Non, ce n'est pas moi qui les qualifie, c'est les droits qui les qualifient. Les droits internationaux qui qualifient ça comme étant les crimes contre l'humanité. Moi, je ne fais que répéter ce qui existe. Donc, c'est le crime contre l'humanité. Et si il serait établi que la garde républicaine aurait reçu un ordre, je ne sais pas d'où, même l'homme qui a donné l'ordre sera aussi... La garde républicaine émane des injonctions de qui? Donc, en réalité, lorsque vous lisez l'ordonnance loi sur la garde républicaine, on dit c'est une unité détachée de la défense nationale. Donc, avant que la garde républicaine n'agisse, il faut le ministère de la Défense, c'est ça? Non, détaché, ça dit il ne répond, la garde ne répond pas aux injonctions du ministère de la Défense. Mais ils répondent. Mais ils sont là que pour sécuriser le chef de l'État et sa famille. Alors, si par exemple dans un cas comme celui-ci et que la garde républicaine est impliquée, allons dans des suppositions, nous sommes dans le conditionnel. Si c'est vrai que il serait avéré que vraiment après procès, qu'évidemment les deux unités de la garde républicaine sont impliquées, donc on dira que ils ont reçu des injonctions ou ils ont reçu l'ordre de qui? Donc il faut donner deux suppositions. La première supposition, c'est celle-ci. On peut vous avoir donné vos limites d'intervention. On vous dit, monsieur John Kanou, vous devez quitter l'avenue Lubumbashi jusqu'à l'avenue Kananga. C'est ça l'espace de votre compétence. Mais si vous outrepassez, vous partez sur un autre avenue, vous avez agi au-delà de vos compétences. À ce moment-là, vous-même, vous devez répondre à ce qui vous revient comme forfait. Mais si, dans la deuxième supposition, on dit que monsieur Kanou, toi, tu vois, donc tu n'es que compétent sur l'avenue de Lubumbashi. Alors que vous recevez l'ordre de votre supérieur qui vous dit que non, monsieur Kanou va même donner l'ordre sur l'avenue Kananga. Et si vous obéissez à cet ordre, manifestement illégal, parce que vous agissez au-delà de votre compétence et de vos prérogatives, c'est-à-dire vous n'allez pas vous exclure à la loi pour dire que non, c'est le supérieur qui m'aurait donné l'ordre. Vous devez répondre et le supérieur aussi doit répondre. Mais vous devez d'abord le démontrer que réellement un ordre était manifestement illégal. Dans les cas sous examen. Donc je pars dans des suppositions. Si réellement la garde républicaine n'a pas voulu contrôler les limites, lui accorder par l'ordonnance loi, notamment sécuriser les chefs de l'État et sa famille, aller jusqu'à tuer, je pense que la garde républicaine a agi au-delà de ses compétences et il pourra répondre à ses forfaits. Et j'ai aimé les procès en cours, attendons dessus. Donc vous donnez du crédit à ce procès qui est en cours? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que finalement les gens qu'on a déférés devant, c'est quoi les parquets, les tribunaux, je ne sais pas, ne sont pas les vraies personnes, ou bien beaucoup de gens ne donnent pas du crédit à ce procès. Vous en faites confiance? Je crois encore à notre justice. Je pense qu'on devait avoir des émissions télévisées, qu'on devait apprendre aux gens les notions élémentaires des droits. Ce n'est pas par les seuls faits qu'on a formulé une prévention contre M. Kanou qu'il a détourné et qu'il a effectivement détourné. Non. Si après audience, après procès, les juges trouvent qu'il n'y a pas de preuves qui clouent
à ce que l'infraction de détournement, par exemple, soit maintenue, mais il vous libère. Même si le procureur général enquête sur une situation, il estime qu'il n'a pas de preuves assez suffisantes, mais il peut déclarer le dossier sans suite. Il ne revient pas seulement que quand il y a déjà une prévention formulée contre toi, que vous êtes déjà coupable. Je me dis, je crois encore en cette justice et je crois que la meilleure justice sera rendue. Très bien, merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, je vais aussi vous donner la parole parce que là, nous sommes en train de chuter. Je ne sais pas combien de minutes il nous reste exactement. Voilà, il nous reste pratiquement 5 minutes. Très bien. Alors, on va aussi donner la parole à nos téléspectateurs qui veulent bien intervenir parce que vous êtes de nombreux, vous êtes en train de nous suivre partout. C'est vrai, Likambo Tambo qui a un salibino passi. Et il y a quelqu'un qui a écrit pour dire que je voulais intervenir au premier et au deuxième sujet. Bon, le premier sujet, on verra. Avec les 5 minutes qui nous restent, c'est là comment on va faire. Mais je vais commencer d'abord à prendre les questions. Est-ce que je pourrais prendre les appels? Ça, vraiment, je ne sais pas. Mais je vais quand même prendre des questions. Je vais commencer par où? Voilà. Je vais prendre une question ici. Je prends cette question d'abord. Permettez-moi de prendre cette question. Alors, monsieur Alain Léjuste, à qui profite, s'il y aurait carnage, à qui profiterait ces massacres et cette répression sanglante? À qui profiterait? Donc, est-ce que la question est bien posée? À qui profiterait? Parce que si aujourd'hui une population s'élève et nous sommes toujours dans des hypothèses, oui, s'élèvent et disent que nous en avons marre de la MONUSCO doit partir, et qu'il y ait des gens, des unités connues et identifiées viennent tuer à bout portant. On dit tuer à bout portant. Tuer à bout portant. À qui profitent ces crimes? Donc moi je suggérais qu'on pose la question de cette manière. À qui on imputerait les crimes? Parce que quand on dit profiter, il y a déjà le profit, il y a les bénéfices que n'ont pas accordé à quelqu'un. Ça dit qu'on parle de bénéfices. Si je peux entrer dans l'idée de ces téléspectateurs, ça dit qu'il veut savoir. Alors, la manifestation pour ces gens qui ont réprimé n'était pas bien. Il ne fallait pas que la population manifeste. Il fallait peut-être que la MONUSCO soit tresse, ou il fallait que tout ce qu'ils ont demandé comme déshydratants ne soit pas pris en compte. Et donc il y a un profit quelque part. Peut-être c'est dans ce sens-là. S'il y a un profit politique, voilà. Mais moi, j'aimerais rester du côté de la science. Vous savez qu'en droit constitutionnel congolais, dès que vous lisez l'article 26 de la Constitution, vous dit le droit de la manifestation est garanti. Et la Constitution de 2006 a mis en place ce qu'on appelle les régimes d'information. Il suffit tout simplement d'informer pour manifester. Mais j'ai critiqué... et ça, on rappelle que c'est l'article 26 de la Constitution. Et lorsque vous partez à l'alinéa dernier, il vous dit il y a une loi organique qui va réellement donner les détails, ouais, les modalités, comment une manifestation peut être faite. Alors, cette loi organique, c'est le décret loi de 1999 portant organisation, réglementation des manifestations publiques. Dans ce décret-loi, on parle du régime d'autorisation lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'informer, mais il suffit aussi que vous soyez autorisé. Parce que lorsqu'une manifestation tourne autour du caractère public, ça a beaucoup de dangers. Il faudrait qu'il y ait la police pour vous sécuriser. Mais si l'autorité compétente estime que dans les cas sous examen, dans votre marche, elle est inopportune, vous devez vous fléchir. Alors, je vais prendre une question ici, puisque vous parlez de ça. Monsieur John, dans une région où il y a l'état de siège, on ne peut pas organiser une manifestation, quoi qu'elle soit pacifique. Oui, mais réellement, nous sommes dans un état de siège. Nous sommes dans un état de siège où le pays est confronté à plusieurs maux. Alors, comment encore faire des manifestations? On sait que le droit de manifester, c'est un droit légitime, c'est un droit fondamental. Mais il faudrait que ces droits soient encadrés. Si le droit n'est pas encadré, on tombe dans des bévues. Alors, monsieur Alain Léjuste a justement du mal à vous répondre lorsque il sait bien que lorsque une région est sous un état de siège, la responsabilité incombe à celui qui a donc
intimer l'état de siège. Donc, il veut dire, selon l'auditeur, selon le téléspectateur, que c'est lui qui a décrété l'état de siège. Tout ce qui va venir pendant l'état de siège dans ces territoires-là, la responsabilité remontera à la personne qui a décrété. Alors, est-ce que c'est lui qui avait décrété, qui vous a dit qu'il faudrait marcher? Or, dans un état de siège, il y a bien des restrictions qui ont prises. Parce qu'on dit que c'est une circonstance exceptionnelle. Très bien. Et dans des circonstances exceptionnelles, il faut aussi des solutions exceptionnelles. Est-ce que c'est lui qui avait décrété l'état d'urgence? Donc, c'est dit, allez-y marcher. C'est aux organisateurs de la marche aussi. Voilà. La responsabilité. Effectivement. Voilà, je prends une dernière question. Bonjour, penseur libre, l'invité et tous les téléspectateurs. La loi qui dit qu'on ne peut pas poursuivre un vice-premier ministre, oh là, il revient sur le premier sujet, mais quand même, vous allez l'aider à répondre. Premier ministre, après son mandat, cette loi est très forte. Il dit que cette loi est très forte. C'est que dans notre pays, on respecte. Est-ce que dans notre pays, on respecte cette loi? Si on le respecte, donnez-nous des exemples concrets pour que nous puissions savoir que la loi est respectée. C'est le moindre de tous. Évangéliste Libamba Monga Toyokana Amanji Afou de Jésus qui vous pose cette question. Merci beaucoup, cher évangéliste. Vous avez posé une question pertinente, bien que nous sommes déjà à la fin de l'émission. D'ailleurs, cette émission, ça devait être une émission de questions. Interactive. Pas de développer, parce qu'on développe, c'est comme si on fait déjà les cours des droits ici. Alors, le cas de Matata, c'est le premier cas que nous avons enregistré en République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu un ancien premier ministre qui a été poursuivi. Et c'est le premier cas. Et c'est notre première expérience. Il faudrait l'adapter. Parce qu'on a compris que c'est la première expérience. Ça ne s'est jamais fait. Donc c'est normal. C'est depuis 2006 que ces dispositions-là existent. Jusqu'aujourd'hui, en 2023. Et pourquoi on n'y pensait pas? Parce qu'on n'avait jamais eu un cas. Et aujourd'hui, le cas est là. Il faudrait maintenant penser pour revoir cette constitution. Parce que je vous ai dit aujourd'hui, dans ma lutte, et que cette constitution soit révisée. Parce qu'elle a démontré non seulement les avantages, mais aussi les désavantages. Le cas de Matata, par exemple, c'est des avantages. Et il faudrait adapter. Parce que si on reste dans le strict respect de la loi, peut-être on ne sera pas poursuivable. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez quand même répondu à la question de l'évangéliste Toyokana Bamba Monga. Je pense que nous sommes justement arrivés à la fin de cette émission, mais place à votre mot de la fin pour conclure cette émission. Oui, je conclus. Au regard de ce que nous venons de parler, justement, au regard du pays, au regard de votre point de vue, c'est que vous pouvez mettre quoi? Au regard de l'affaire Matata Mponyo, d'ailleurs, le procès est en flagrant, est déjà entamé. Je vous ai dit que lorsque vous vous donnez la peine de lire les articles 163 à 168 de la Constitution, vous allez comprendre avec moi que rien d'impunité n'est là. Ce qui veut dire qu'un premier ministre, dès qu'il commet les forfaits, il doit être poursuivi pendant qu'il est en fonction. Mais dès qu'il quitte la fonction, la loi n'a pas donné la possibilité de le poursuivre pour les crimes qu'il aurait commis. D'où, je suppose, qu'il y a la révision de cette constitution afin d'adapter la circonstance à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Alors, pour le carnage à Goma, je vous ai dit que non, le statut de Rome, en son article 7, et aussi, je pense, l'article 92 de la loi de 2013, portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, a été massacré parce que nous retrouvons dans le cadre du crime contre l'humanité. Et je vous ai dit que les crimes contre l'humanité sont 5 crimes. Lorsque l'un des crimes apparaît, on parle déjà des crimes contre l'humanité. Il y a eu torture, il y a eu mort d'homme. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a crime contre l'humanité. Et nous voulons que les responsables soient répondre par rapport à leur acte. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc avec ces mots que vous allez clôturer vos propos. Je rappelle ici sur ces plateaux que j'ai reçu pour vous Maître Alain Le Juste. Donc lui, il est donc juriste, chercheur en droit constitutionnel. Il est membre de FCC, donc au Bouyébi Malamu. Et c'est avec lui donc que nous avons élagué des questions autour de l'affaire Matata Mponyo et de cette répression sanglante lors des manifestations contre l'ONU
des manifestants, donc justement les habitants de Goma en République démocratique du Congo. C'est là au niveau de l'Est de notre pays. Merci beaucoup pour votre passage. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci, c'est moi qui vous remercie et je serai toujours votre habitué. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, là vraiment je dois vous dire au revoir parce que nous avons déjà écoulé notre temps. J'étais vraiment très heureux. Permettez-moi ici de dire juste un petit coucou à 2-3 personnes. Jérémy Kongolo, Priska Bananyengele, Toyo Kanalibamba Monga, maman Karine la magnifique aussi, je ne peux pas t'oublier. Et je salue aussi toutes les familles qui étaient disposées pour nous suivre ce matin. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter bien évidemment cette émission, la Tribune du Savoir. Soyez toujours branchés, scotchés. Et si vous voulez suivre l'intégralité de cette émission, allez-y à la page YouTube de notre... à la chaîne YouTube, pardon, de notre chaîne, je voulais dire. Vous allez suivre là l'intégralité et toutes les émissions Tribune du Savoir. Et ne manquez surtout pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer en termes d'informations. Alors pour aujourd'hui, ça n'est pas complètement fini. Je vous souhaite bon week-end. Et pourquoi je ne remercierai pas les héros dans l'ombre, Murphy Nongue, Christian Kazadi, qui ont donc assuré et a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve, ça sera peut-être la semaine prochaine, sur la même chaîne, ça sera à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir fidèles téléspectateurs et surtout, ne soyez pas dans le bruit.